C'est dans ces fûts que mûrissent, s'épanouissent et s'aromatisent ce que l'on appelle au XIVe siècle l'aigue ardente, c'est-à-dire l'eau de feu. Un breuvage qui symbolise cette envie de conserver la jeunesse et de prétendre à l'éternité. C'est une eau de vie qui est l'apanage d'un territoire qui se situe au cœur du sud-ouest de la France, entre les départements du Gers, des Landes et du Lot-et-Garonne. Alors on distingue le haut et le bas Armagnac ainsi que l'Armagnac ténarèse. Ici, à Lannepax, on est en bas Armagnac et en 1893, un homme, Prosper Delort, fonde la Maison de l'Or. C'est votre grand-père, Jérôme, qui a planté les vignes? Oui, c'est mon grand-père, Gaston Delort, et son frère, Georges, qui ont planté les premières vignes. Autour de Lannepax? Tout autour de Lannepax. Vous refaites les niveaux, monsieur Delort? Non. Voilà, je viens de vider un fût et il restait ça au fond du fût. Donc je l'ai récupéré. Et vous mettez J'ai dans un égoutté mon autre fût et je le fût. mets là parce que plus tard je rassemblerai tout l'Armagnac qui est dans ce fût, je le ramasserai, je le rassemblerai, voilà, et puis je le remettrai. Parce que ça c'est l'Armagnac cordage, c'est pas marqué dessus, mais c'est l'Armagnac cordage. Donc la prochaine cuvée que je ferai, je reprendrai cet Armagnac là. J'ai l'impression que vous êtes le maître de chez. Parce que... Bah oui, si on peut dire, quoi. Mais je suis tellement vieux dans la maison que je vous suis avez le tout savoir, maître de alors. rien. Je suis le maître de rien de tout. Et de tout. Mais c'est vrai que je suis souvent dans le chai et c'est mon boulot préféré. On assemble en fonction de quoi? Des cépages, des âges des... On assemble en fonction de ce qu'on a envie de faire. Alors moi j'ai une idée des armagnacs, je veux des armagnacs qui soient ronds, qui soient souples, et je fais des mariages. Vous savez, le mariage ça réussit pas toujours très bien, mais les miens j'essaie de les faire bien. Donc je fais des assemblages, mais toujours en fonction de mon goût. Ça peut se garder combien de temps un Armagnac? Enfin, se laisser vieillir combien de temps un Armagnac? Oh là là. Tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Il régresse pas à un moment donné? Non, Non, jamais. non, non. Non, mais nous on a des armagnacs qui sont très vieux dans des. Mais au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'au départ, on met des armagnacs dans des fûts neufs. Oui. Et puis au fur et à mesure que l'armagnac vieillit, on change de fût. Parce que le fût neuf va avoir une incidence, le bois, Oui, sur bien le sûr. liquide. Bien sûr. C'est lui qui va donner la couleur et qui va donner le goût. Et quand est-ce qu'on décide de les passer en flacon, ces Armagnacs? Ah, mais là c'est quand, voilà, ben oui, au bout de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, ça dépend du vieillissement qu'on a fait, des fûts qu'on en a eu. Alors, la première mention de l'eau-de-vie d'Armagnac, c'est 1310, avec un document conservé aujourd'hui aux archives vaticanes. Ce document montre bien que déjà on fabrique de l'eau-de-vie en Armagnac dans la région des Audes. Alors, incontestablement, la vigne est présente en Gascogne depuis 2000 ans. Et chaque fois, il a fallu trouver des débouchés pour la production de cette vigne. Les textes anciens nous disent qu'effectivement, dans la région Armagnac, les vins blancs, essentiellement, n'étaient pas de très grande qualité et surtout, on avait beaucoup de mal à les conserver. Donc, la distillation est apparue comme une façon d'utiliser la récolte et d'utiliser ces vins qui, sinon, se perdaient.
On ignore bien sûr de façon précise, faute de documents, comment la technique est arrivée jusqu'à nous. Incontestablement, le bassin méditerranéen et les cultures arabo-musulmanes ont joué un rôle incontestable et on voit apparaître les premiers alambics à la fin du Moyen-Âge en différents lieux de Gascogne. C'est là qu'on distille. C'est là qu'on distille. Ah, il y a une odeur particulière, il fait bon, hein? Oui, c'est la chaleur du gaz qui chauffe le vin. Putain, on voyage, hein, quand on... On voyage quelque peu, oui. Ouais. Effectivement. Elles ont quel âge, j'imagine? La plus vieille, en face de nous, date de 1903. Bonjour Sylvain. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il est en train de vérifier que tout se passe bien. Il pèse l'eau de vie qui vient d'être produite. Il vérifie le degré d'alcool. Il y a une époque pour distiller, Sylvain? Oui, on distille traditionnellement, on distille dès la fin de la fermentation des vins. Ouais. Donc ça se situe à peu près mi-novembre. Et c'est dans un souci de qualité parce que nos vins sont fragiles, parce qu'ils ne sont pas soufrés. Donc on les distille dès la fin de la fermentation. Comment ça fonctionne tout ça? Parce que je sais qu'on met dans l'alambic le vin, mais pour arriver à en extraire de l'eau de vie, je suppose qu'il y a tout un cheminement. Oui, alors cette partie à gauche là, vous avez, ça s'appelle le chauffe-vin. En dessous, vous avez une autre partie qu'on appelle le réfrigérant qui chez nous est rempli d'eau, qui nous permet de contrôler la température de coulage. Le vin gravite par ce tuyau qui est horizontal et tombe par gravité dans la colonne qui est ici. En bas, vous avez la chaudière. Le vin étant chauffé, vous avez les vapeurs d'alcool qui remontent, qui traversent les plateaux. Donc ici, vous pouvez voir, il y a un plateau à la base, un deuxième et un troisième plateau. Ouais. Et pour pouvoir traverser ces plateaux, les vapeurs d'alcool barbotent dans le vin. Donc ici, vous avez un échange entre les vapeurs d'alcool et le vin. Je crois qu'il y a quelque chose qui est primordial, c'est la flamme, non? Pour Alors, que tout fonctionne On correctement. contrôle effectivement plusieurs choses. À l'arrivée, je contrôle l'alcool avec un alcoolmètre pour voir si mon alambic est bien réglé. Je contrôle la température de coulage pour savoir si elle est bonne. Nous, on fait couler à 20 degrés de température. Et ensuite aussi, vous avez le son. J'écoute mes alambics et je sais s'il y a un problème. Il y a un ronronnement. Hein. Voilà, il y a un ronronnement et s'il y a un problème, il va manquer un son. La distillation se développe au XVIIe siècle essentiellement parce qu'il y a une demande. La demande vient des pays du nord de l'Europe, vient des marins hollandais, anglais, qui ont besoin d'alcool, qui ont besoin d'alcool fort souvent, et ça correspondait tout à fait aux productions que pouvaient faire des Gascons et qui ont trouvé là une façon de contourner la difficulté de leur région enclavée et produisant une récolte médiocre. Aujourd'hui, les Gascons s'adaptent en produisant de plus en plus et de mieux en mieux des armagnacs originaux qui se distinguent des autres eaux-de-vie et qui essaient de séduire par la qualité, par l'originalité, par des parfums différents en fonction des micro-régions, un public que l'on souhaite le plus large possible. Pour faire de l'eau de vie, il faut un alambic et des vignes. Tout à fait. Et je suppose que le terroir doit amener quelque chose au raisin. Ça a une incidence, non? Et ça transparaît ensuite dans... Le terroir et l'exposition ont une influence sur les vignes, donc sur les grappes, donc sur le vin, effectivement. C'est pour ça qu'on a délimité 3 territoires producteurs d'Armagnac. Exactement, avec des particularités différentes. Par exemple, en base Armagnac, on va vers les Landes et on a plutôt des sols sablonneux. Encore que là, on sent un peu la boulbène. Hein. Enfin, On sent un peu la boulbène. on s'enfonce. On a une autre parcelle à mettre à vol d'oiseau, c'est du sable.
Et on choisit les terrains pour planter, ça s'improvise Non. tu dis vraiment précisément avec des autorisations, non? Alors, il y a deux choses. On choisit le terrain évidemment par rapport à l'exposition, par rapport à tout un tas de paramètres. Et ensuite, il y a des autorisations. Pourquoi? C'est à cause du produit que cela donne, le vin ou le... Oui, c'est à cause du produit. Et alors, deux choses. Je pense qu'à la base, parce qu'on faisait du vin dans de l'alcool, les gens buvaient peut-être en buvaient un peu trop, donc c'était contrôlé pour ça. Et maintenant, au niveau douane, en tous les cas, c'est surtout contrôlé pour les taxes. Et quand on choisit un emplacement, un terrain, un cépage, on s'adresse à un pépiniériste? Tout à fait, mais il y a un pépiniériste pas loin d'ici qui s'appelle Monsieur Bador, qui est apte à nous dire sur ce terrain, si vous plantez tel cépage, c'est mieux que celui-là. Après, on va choisir un porte-greffe en fonction toujours du sol. C'est lui qui va nous conseiller en fait. C'est un métier, oui, de passion. D'une année sur l'autre, jamais rien n'est acquis. Mais notre métier, il n'existe aucune école. Ce qu'on apprend, enfin ce qu'on sait, nous l'avons appris de par nous-mêmes. Le métier de pépiniériste, c'est arrivé, bon, ce que beaucoup de gens savent, hein, de toute façon, à cause d'une maladie, un insecte qui s'appelle le phylloxéra. Il faut savoir que toutes les vignes étaient francs de pied, c'est-à-dire on faisait des boutures, on plantait et ben, ça faisait de la vigne. Et puis il y a cette bête qui est arrivée, dirons-nous, et qui piquait les vignes, et les vignes se sont mises à mourir, à dépérir. Et on a trouvé aux États-Unis, à l'époque, on a trouvé une variété de vignes qui ne portait pas de raisin, mais qui était résistante à cette maladie, dirons-nous. Donc l'idée, il y a des gens qui ont dit pourquoi ne grefferait-on pas, et c'est ce qui a permis de sauver le vignoble. Et d'ailleurs ce qu'on appelle cette partie que vous voyez là, qui est le porte-greffe, ça porte toujours le nom de vigne américaine. C'est ça qui a été le début de mon métier, c'était dans la fin des années 1800. Je suis tombé dedans tout petit puisque mon papa, c'est lui qui a commencé le métier. Et je me suis, disons vers les années 80, je me suis spécialisé dans la pépinière viticole. Pour faire un plan de vigne, il faut un greffon. En l'occurrence, la variété, c'est du Cabernet Sauvignon. Et il y a ce qu'on appelle les porte-greffes sur lesquels nous greffons, nous mettons nos différentes variétés qui sont du Cabernet, du Merlot, du Colombard, enfin toutes les variétés que l'on peut trouver. Voilà. Et là, donc, je suis en train de préparer mes greffons pour greffer. Et vous voyez, bon, c'est un travail qui est totalement manuel, puisque disons qu'à peu près dans le coût d'un plan de vigne, la main-d'œuvre représente à peu près 65 à 70%. On récupère un œil, hein, vous voyez, ça c'est un œil, c'est un greffon. Vous voyez, il y a le bourgeon là. Hein. Donc c'est ce qu'on va greffer sur le porte-greffe qui va pousser et qui va donner un plan de vigne qui sera implanté chez le viticulteur et qui après donnera une vigne et ensuite du vin et pour finir une bouteille de vin. Au-delà des clichés de bien vivre dans le Gers, il faut savoir que l'ANPAC signifie lampe de paix. C'est vrai qu'ici, on aime prendre le temps des plaisirs de la vie. On se retrouve en famille le dimanche au restaurant. Et sur cette place, on a une auberge que Brigitte et Laurence ont reprise il y a 2 ans. 2 voyageuses qui proposent une cuisine généreuse, inventive et aux accents d'ailleurs. Laurence débarque du Brésil avec sa valise, ses gamins.
Moi, je vis dans un petit coin des Pyrénées, petit village. Oh, Ma Cosette. petite vie tranquille avec mon petit garçon. Très bien. J'ai mis la panique. Non, non. Moi, je t'ai aperçue sur la place du village. J'ai dit, oh, cette fille, il faut que je la rencontre. Mais super, les gamins ont fait Ouais, vous avez école le même âge. ensemble, anniversaire, on s'est rencontrés, on a fait des fêtes. Beaucoup de fêtes. Mais ça a accroché de suite. Le matin, on arrive en cuisine, selon la saison, selon ce que les petits producteurs nous proposent en légumes, quand c'est l'été, l'hiver, c'est différent, voilà. Et les produits nous parlent aussi, nous donnent envie de faire ce qu'on a envie au moment, quoi, voilà. C'est comme quand vous rentrez dans votre cuisine, j'ai faim, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Mais là, c'est pareil, sauf que c'est pour un restaurant, mais il faut le faire, il faut prévoir plusieurs envies. On n'est pas sur de la restauration rapide. Nous, c'est la restauration très très lente. Aussi, ce qu'on a perdu de vue, je pense, c'est qu'un restaurant ou un bar dans un village a un rôle social important, un rôle de rencontre, quoi. Et nous, on aime bien ce rôle-là, en fait. Et quand le client part et dit « Oh, c'est comme à la maison, on se sent comme chez soi », et bien là, on a tout gagné, quoi. Mission accomplie. J'ai un petit creux là, qu'est-ce que je pourrais manger? J'arrive un peu tard, mais je sais pas, j'étais tentée, oh là là. Qu'est-ce que vous me conseillez? On va en cuisine. Ah ouais, On va ouais. se préparer un petit truc. Qu'est-ce qu'elle me prépare, Brigitte? C'est plutôt Brigitte qui Oui, c'est prépare. Brigitte. Ouais. Brigitte, elle est là-bas, elle attend. Ouais, je vais aller la voir Oh. tout de suite. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu vas me préparer de bon, Brigitte? Alors aujourd'hui, on a fait un petit dessert que j'apprécie beaucoup et apparemment, il a été très apprécié ce midi puisqu'il ne me reste plus grand-chose. C'est un petit gâteau libanais. Qu'est-ce qu'on y met pour constituer cette pâte-là? Alors c'est tout simple, il y a de la semoule fine de blé, du sucre, de la poudre d'amande, du lait, du beurre, un peu de levure aussi. Ouais. Et voilà. Et après, il y a un petit sirop. Ah, le sirop, c'est Voilà. ça. Un sirop, quand le gâteau est cuit, il sert à imbiber ce gâteau. Et ce gâteau aussi, il a une particularité, c'est qu'il est cuit dans un plat graissé avec de l'huile de sésame. Et c'est ce qui lui donne ce petit goût de noisette en plus. Ça, c'est votre signature, une plante sur un plat? Voilà, ça donne un peu de couleur, un peu de verdure, un peu de Et ça se parfum. mange. Et ça peut se manger. Je vais faire honneur à ce dessert. Depuis qu'on est installé dans ce restaurant, on rencontre des gens exceptionnels, des gens extraordinaires, des artistes, des comédiens. Et notamment à la Neupax, on a connu un jeune Allemand là, qui travaille des meubles en béton. Je suis depuis 16 ans dans le Gers et je travaille le béton traditionnel, façon un peu spéciale. Ça veut dire j'ai créé des meubles, des cuisines, un peu n'importe quoi en béton. Un matériau que normalement il est utilisé rien que pour les bâtiments ou carrément rien que pour les fondations. Au début, c'était un peu vraiment le hasard que je suis arrivé ici. C'était un client à moi de l'Allemagne qui m'a demandé de faire des travaux de bâtiment ici. Je n'étais pas obligé de faire longtemps la preuve pour montrer ce que je suis capable à faire. Ici, tout de suite, on m'a fait confiance. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les gens d'ici sont des aventuriers ou est-ce que j'étais capable de bien me présenter? Aucune idée. Mais c'est vraiment typiquement d'ici
que ça a, dès le début, très bien marché. Ici dans le Gers, pour créer quelque chose, pour travailler dans un atelier, on est super à l'aise parce qu'on est vraiment dans la tranquillité totale. Il n'y a aucun stress de se déplacer pour chercher des matériaux à gauche à droite. C'est un peu le paradis. C'est mon paradis à moi. Oui. Quand on parcourt la Gascogne, on s'interroge sur ces notions de bien manger, bien boire, sur le goût, les saveurs, les arômes. Alors pour ceux qui souhaitent poursuivre la réflexion, Vincent Laterrade propose des séjours d'initiation à la dégustation. Il est installé à Vic-Fezensac et officie comme caviste dans un bien joli moulin. Pour acquérir un palais, parce que vous avez cette connaissance, vous savez ce qu'il y a dans la bouteille, on arrive là comment? En s'exerçant, en buvant souvent, en rencontrant, en écoutant? Alors c'est de la technique, mais le palais, on l'a tous. Hein. Vous dites acquérir un palais, il y a une fausse idée qui serait de croire que certains ont un palais plus développé que d'autres. Alors évidemment, si on ne vous a jamais expliqué ce qu'étaient les saveurs, et c'est le cas de la majorité des gens, vous n'avez pas conscience de ce qui se passe dans votre bouche lorsque vous buvez quelque chose d'acide ou lorsque vous mangez quelque chose de gras. Voilà. En fait, connaître une saveur, c'est savoir la dénommer. C'est ça, c'est savoir la dénommer. Il y en a très peu, en réalité, de saveurs, donc il n'y a pas besoin d'un grand apprentissage. C'est sucré, salé. C'est ça, acide. Acide, aigre, non. Amer. Voilà, il y en a 8 en tout. C'est dans l'alimentation et seulement 5 dans le vin. Donc c'est quelque chose qui est très très vite appris. Il suffit simplement qu'on éveille les gens et qu'on leur explique, qu'on se donne des codes de ce qui se passe. Et nous sommes tous égaux par rapport à nos papilles. Il ne faut pas oublier que l'être humain, au départ, c'est un chasseur-cueilleur. Et donc, lorsqu'il a une mauvaise expérience avec un aliment, son corps est programmé pour le défendre face à cet aliment. Donc, vous buvez un mauvais vin, quelle que soit sa couleur, et vous êtes malade parce que vous êtes fatigué ou autre. Vous allez ancrer dans votre cerveau que la couleur de ce vin, ce type de vin, vous rend malade. En fait, rien chimiquement n'est homogène dans les couleurs de vin. Avec vos réflexions, vous essayez de contrer peut-être certains a priori. Très souvent, lorsqu'on est face à un sommelier, on a l'impression qu'il saura à coup sûr tomber juste, décider pour vous. Et il n'y a rien de plus ridicule. Je veux dire, personne ne choisirait un vêtement avec le choix d'un expert qui lui dirait il faut que tu mettes telle chose. Encore que ça se développe. Ça se développe. Bon, on pourrait y parler. Conseil en tout genre. Mais bon, moi, l'idée, c'est que les gens ont largement les moyens de s'approprier. N'importe qui est capable de dire j'aime l'odeur ou je n'aime pas cette odeur. Donc j'aime ce vin ou je n'aime pas ce vin, c'est uniquement lié à son odeur et à une association mets et vins judicieuse. Essayer de s'affirmer et de se faire plaisir. Absolument. Le plaisir, c'est le centre de ce que je recherche. Le goût doit être au centre de tout. Et c'est quelque chose qui est particulièrement complexe, le choix du goût, mais on peut le simplifier simplement en prenant conscience. Est-ce que ce sont des valeurs qui sont encore bien présente dans le Gers, où le Gers a subi le même lissage? Ici, certaines traditions sont très vivaces. La tradition des saisonnalités, des jardins, de la nourriture, on va dire, moins immédiate, moins facile, moins exotique. Et je crois que quand on vient vivre dans cette région, on fait le choix de venir y vivre. Il y a quelque chose de l'ordre du pacte social choisi en Gascogne. Si vous prenez le temps de quelques échappées de Gascogne, je pense que vous n'aurez plus envie de quitter le pays. Il faut dire qu'ici, l'hospitalité n'est pas un vain mot.
et que pour tous ceux qui souhaiteraient découvrir l'art de fabriquer l'Armagnac, il existe une route avec une signalétique bien précise qui vous présente plus d'une centaine de producteurs qui sont là pour partager leur savoir-faire, la passion qui les anime et les valeurs véhiculées par cette eau de vie. Pour revoir Carnet du Sud, Hélène et ses invités et les recettes de l'émission, un seul clic, france3.fr.